Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PAO. PAO, Gisèle PeuchlestRADE, cellule d'assistance à la publication. Université Pierre Mendès France, Grenoble. Création de la couverture, Frédéric Schmitt, Service Communication. Université Pierre Mendès France, Grenoble. Correspondante pour la Société française de l'évaluation à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble. Claudine Offredi. Enseignant-chercheur. Remerciements. La Société française de l'évaluation remercie l'ensemble des personnes physiques et morales qui ont contribué à l'organisation et à l'animation du colloque des 30 juin et 1 juillet 2011 à Nantes. L'évaluation des politiques publiques devant les défis d'une société en tension, dont est issu cet ouvrage. Les partenaires. Région Pays de la Loire. Conseil général de Loire-Atlantique. Nantes Métropole Communauté urbaine. Ville de Nantes. Agence de l'eau Loire-Bretagne. Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Ministère de la santé et des sports. Ministère des Affaires étrangères et européennes. Agence française de développement. Pôle emploi. Direction générale du Trésor. Association des maires de grandes villes de France, AMGVF. Association des maires de France, AMF. Assemblée des départements de France. Association des communautés urbaines de France, ACUF. Association Finance Gestion Évaluation des collectivités territoriales, AFIGESE. Les présidents des comités de programme et d'organisation. Emmanuel CUFFINI, Jeanne Sauter, Pascal Bollot, François Lecouturier. Les animateurs et les membres des comités de programme et d'organisation. Laurent Barbu, Gaël Baron, Josette Baruet, Maurice Ball, Marielle BERRIETSOLLIEC, Stéphanie Breton, Georges CAVRET, Guy Coquille, Benoît CHERVALIER, Alban Deloisy, Claire DEVAUXROS, Arnaud Ducret, Patrice Durand, Francine Fenet, Annie Fouquet, Gildas Gauthier, Josette Geffray, Nathalie Giraudon, Emmanuel Jaec, Daniel KAMELGARN, Jean-Michel Lair, Anne Lautrédou, Sylviane Le Guyader, Nicolas MATYJASIK, François Mouterde, Paul Ohana, Stéphane Paul, Laetitia Pays, Bernard Perret, Olivier Picavet, Éric PLOTTU, Laure Tougar, Jacques Toulmonde, Claire Tourmen, Sylvie TROSA. Les soutiens. Groupe Édateur, MGDIS, Athéma Conseil, Planète Publique, ECS, Groupe Amios, Réval. Avant-propos. Jean-Paul Delevoye. Médiateur de la République, président du Conseil économique, social et environnemental, 16. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est extrêmement incertain. Personne ne peut dire de quoi demain sera fait. La société change, évolue et nous ne pouvons plus la piloter avec les outils d'hier. Des chercheurs américains ont montré qu'à conditions politiques, économiques, sociologiques et climatiques totalement identiques, des peuples ont disparu et d'autres ont survécu. Cela a notamment été le cas pour les Incas, les Inuits, les Vikings et bien d'autres encore. Cette étude, menée sur 35 cas, prend en compte de nombreux paramètres qui se retrouvent à peu près dans toutes les situations mais de manière très inégale. Seule la difficulté rencontrée par les décideurs politiques et religieux, pour anticiper et accompagner les changements nécessaires à l'adaptation de leur société aux contraintes nouvelles, est présente dans chacun des cas étudiés. Cette absence d'anticipation est le seul paramètre constant que l'on retrouve dans chacune des situations. La relation au temps est au cœur de l'évaluation. Un des défis de notre société consiste à redonner aux décideurs économiques une vision à moyen et long terme, perdus sous la pression d'actionnaires aveuglés par des profits toujours plus élevés dans des délais toujours plus courts. De même, la vision à moyen et long terme du décideur politique a été mise à mal par la pression des électeurs qui empêche de mener des actions sur plus de 2 années. Sans vision, il ne peut y avoir d'adhésion, sans adhésion, il n'y a pas de conviction. Si l'on continue sur cette voie, on accepte que l'ensemble des décideurs soient sous la dictature de l'urgence et de l'émotion. La stabilisation dans la durée de la construction de la décision politique est un élément déterminant qui pose problème aux décideurs politiques.
La temporalité de l'évaluation est primordiale. Les indicateurs d'évaluation doivent être relativement constants et non pas adaptés à chaque situation. Un autre élément concerne le phénomène de remise en cause de la crédibilité de la parole publique. Nombre de sondages et d'études ont été faits depuis 45 ans sur le rapport à l'autorité. Or, ce rapport n'a eu de cesse de décroître. On observe de plus en plus de contestations de l'autorité du père par l'enfant, l'autorité du professeur par l'élève, l'autorité du politique par l'électeur. Nous sommes probablement responsables de ce phénomène, car nous n'avons pas su analyser le basculement de notre société. Les Français sont de moins en moins citoyens et de plus en plus consommateurs. Ce basculement, je l'avais constaté entre 1995 et 2002. À cette époque, j'étais président de l'Association des maires de France et j'ai pu ressentir la perception des citoyens autant que celle des décideurs politiques. Chacun d'entre eux se sentait responsable et solidaire de la distance sociale avec l'autre, ainsi que de la vie avec l'autre. D'ailleurs, le thème de cette élection présidentielle était celui de la fracture sociale. Il fallait absolument lutter contre la séparation entre les individus et la société. À ce moment, la réussite du collectif assurait donc la réussite individuelle. Seulement 7 années plus tard, en 2002, le discours est devenu « Je ne crois plus à la réussite collective. Je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts pour cette réussite collective. Je vais donc transférer mes devoirs sur le collectif, je vais consommer des droits du collectif et je vais demander au collectif de me protéger de l'autre. » Nous n'avons donc pas réussi à lutter contre la fracture sociale, c'est finalement la peur de l'autre qui domine dans notre société. J'en suis venu à parler de racisme social. On est en train d'avoir un décrochage assez hypocrite, mais dont nous sommes tous responsables, et nous demandons aux politiques qu'ils assument seuls les vertus que nous refusons d'assumer personnellement. Nous sommes tous pour la mixité sociale, mais à condition de ne pas avoir à côté de chez soi des logements sociaux avec des étrangers et des chômeurs. Jusqu'où doit-on introduire la solidarité publique, si elle en vient à détruire la solidarité privée? Les exemples peuvent être multipliés à l'infini. Nous avons laissé dériver notre République, en la consommant petit à petit. Il existe aujourd'hui une confrontation permanente entre la dynamique nécessaire de mobilisation pour l'intérêt général et la volonté de faire prévaloir ses intérêts individuels. Malheureusement, même le politique est entré dans cette logique. On vote davantage en fonction de ses intérêts personnels, niche fiscale, préservation d'un statut, que de ses propres convictions politiques. Aujourd'hui, nous avons une vision extrêmement utilitariste de la chose publique qui devient très problématique. L'absence de morale collective entraîne un basculement de la force du droit vers le droit à la force. 2. Tu n'as pas le droit de taper sur ta femme. Ah, j'ai le droit d'être le patron chez moi. 2. Tu n'as pas le droit de détruire le maïs OGM. Ah, j'ai le droit de protéger ma santé. La légitimité de l'autorité est de plus en plus mise en péril par la légitimité de la contestation à un profit personnel. En effet, l'individu ne veut plus être subordonné à une décision de l'autorité supérieure. Si avant le collectif faisait l'individu, maintenant ce sont les individus qui font le collectif. Cette nouvelle forme de mobilisation des individus pourrait neutraliser les décisions politiques qui garantissent l'intérêt général. Même en cas d'élection, l'expression démocratique pourrait être catastrophique pour notre avenir. Au moment où les individus devraient s'ouvrir au monde, ce sont les replis identitaires qui prennent le pas et font régresser la démocratie. Les sociétés sont guidées par 3 sentiments, les espérances, les peurs et les humiliations. Le champ des espérances collectives est aujourd'hui fortement fragilisé. Lehman Brothers représente la chute des espérances libérales, le mur de Berlin, la chute de l'espérance soviétique, les espérances religieuses sont contestées par les progrès de la science. Sans espérance, il ne reste plus que les peurs et les humiliations. Les politiques l'ont bien compris. Les droites exploitent les peurs tandis que les gauches s'appuient sur les humiliations. Ces stratégies à court terme visent à conquérir le pouvoir à tout prix, préférant gagner un électeur quitte à perdre un citoyen. Le problème qui se pose au fond concerne la capacité à bâtir des responsabilités collectives sur des irresponsabilités individuelles.
L'évaluation pourrait déclencher le réveil de la citoyenneté, de la responsabilité pour éviter que chacun ne se sente consommateur d'un devenir collectif. Bastiat écrivit : l'État est une fiction qui permet à chacun de vivre au détriment des autres. Si cette vision de la société se retrouve partagée par un nombre grandissant d'individus, alors les pactes républicains qui fondent notre démocratie seront fortement remis en cause. La société actuelle est en proie à des mécaniques en tension extrême, qui amènent des communautés d'intérêts à se coaliser dans le but de neutraliser l'intérêt général. Les convictions, qui étaient une formidable capacité de stabilisation des sociétés, disparaissent progressivement. Les individus sont maintenant guidés par leurs émotions qui créent en eux des pulsions difficiles à canaliser. Comme par exemple, ce qui s'est passé avec les productions de concombres en Europe à la suite de l'apparition d'un virus. Ceux qui nourrissent ces émotions ont un impact sur le monde politique. C'est le cas notamment des décisions des agences de notation, qui créent des réactions immédiates sur les marchés financiers mais également sur les opinions. En effet, de plus en plus de collectivités locales présentent leur budget moins sur la pertinence des objectifs politiques qu'elles veulent s'assigner que sur la qualité de leur gestion. À la question « Est-ce que vos objectifs politiques sont pertinents ?», le conseiller régional répond « Je suis un bon gestionnaire ». Une autre interrogation porte sur l'instrumentalisation de l'évaluation. Les citoyens sont des individus qui veulent être de plus en plus libres de leurs choix, de leurs convictions, de leur habitation, de leur travail. Ils sont aussi des consommateurs. Les analyses psychiatriques montrent même qu'aujourd'hui on consomme aussi son conjoint. Je t'aime, je te garde. Je ne t'aime plus, je te jette. La société dans laquelle nous vivons est devenue très utilisatrice et très consommatrice au profit du plaisir personnel. Cette individualisation des comportements est réellement préoccupante dès lors que l'on s'aperçoit qu'elle engendre une montée de l'agressivité dans les rapports humains. À l'école, dans les relations professionnelles, au sein d'une même famille, les tensions deviennent quotidiennes. Il conviendrait de repenser le système de vie à la française. Une étude comparant la France et le Canada montre que les Canadiens, une fois rentrés chez eux, font abstraction de leur vie professionnelle, alors que les Français ont une très forte tendance à importer leurs problèmes professionnels dans leur foyer familial. Pour éviter cela, il faudrait réfléchir sur les éléments qui permettraient d'optimiser le bien-être au travail et renforcer l'efficacité des politiques publiques. La difficulté dans cette recherche d'optimisation réside dans le fait qu'en France, on veut des évaluations qui plaisent. L'évaluation doit se montrer neutre et objective pour surmonter cet obstacle. Les classes politiques et syndicales préfèrent le confort des réponses à l'inconfort des questions. En France, on a le génie de refuser de se poser les bonnes questions par rapport à des évaluations qui existent mais dont on ne veut pas entendre parler parce qu'elles risqueraient de contrer des stratégies politiques et de fragiliser certaines positions ou convictions bien ancrées. Ce refus de réfléchir à de nouvelles solutions parce qu'elles mettraient en péril des intérêts déjà acquis empêche de régler les problématiques essentielles qui paralysent notre société. On persiste à vouloir piloter la société d'aujourd'hui avec les outils d'hier. Dans le domaine de l'éducation, de nombreux rapports extrêmement pertinents existent, mais ils restent cachés, les gouvernements préférant ne pas risquer de fragiliser des positions ou des postures ministérielles, administratives ou encore syndicales. Aujourd'hui et plus que jamais, nous avons besoin de nouveaux outils qui permettraient à la société de se poser les bonnes questions. Pour cela, le rapport à l'évaluation doit changer. L'évaluation est une aide à la décision, non une contestation de la décision. Elle peut devenir un formidable partenaire pour la réussite collective. La restauration de la confiance dans la parole publique passera nécessairement par un tiers acteur objectif, neutre et indépendant qui renforcera la crédibilité de l'évaluation. Il faudra également trouver les moyens pour stabiliser les décisions politiques, alors que les experts sont souvent pris à partie lors des débats politiques. Pour conclure sur votre question, nous devons être très attentifs au rapport au temps. Nous avons une obligation de réappropriation des enjeux pour stabiliser les décisions. Si l'opinion ne comprend pas l'importance des enjeux, la décision publique sera sans cesse contestée. Cette pédagogie des enjeux est essentielle, l'approbation passe par la compréhension.
Il y a forcément un temps de maturation nécessaire avant qu'une décision publique ne puisse être mise en place à partir d'une évaluation crédible. Le problème de la temporalité est donc au cœur du renouvellement de notre société. Les politiques doivent accepter de changer cette vision actuelle des enjeux à court terme pour que l'opinion accepte de participer au débat. C'est ce que j'appelle une citoyenneté coproductrice de futur qui renforcera le lien entre le décideur politique et le citoyen, co-acteur de notre démocratie. Quelques mots pour conclure sur le rôle du Conseil économique, social et environnemental en matière d'évaluation. Il peut être saisi par le gouvernement et le Parlement sur les lois sociales, économiques et environnementales. Il peut anticiper les évolutions de la société et participer à l'évaluation des politiques publiques. Une pétition citoyenne portée par 500 000 citoyens permet également de le saisir. Doit-il être un évaluateur à lui tout seul ? Mieux vaut se méfier de cette tradition française qui consiste à vouloir tout faire, partout tout seul. Aujourd'hui, nous n'avons pas mesuré le changement de notre société. La remise en cause de la verticalité et du cloisonnement dans cette nouvelle société de l'immatériel aura comme conséquence la multiplication des pôles d'évaluation. De nouveaux métiers vont apparaître. Par exemple, en tant que médiateur de la République, j'avais mis en place une plateforme interactive sur laquelle intervenaient pas moins de 300 000 personnes. Cela permettait notamment de bénéficier d'un regard sur la façon dont les lois étaient appliquées sur le terrain, ou, éventuellement sur les recommandations que nous prenions. Cette société de l'immatériel permet à chacun d'apporter un regard sur ce qui se passe. Les citoyens deviennent des partenaires très actifs dans le passage de l'information. Cette participation accrue des citoyens dans la société qui oblige, de fait, le pouvoir à rendre des comptes renforce naturellement la démocratie. La consolidation de notre démocratie donnera une plus grande légitimité au pouvoir politique. Le Conseil économique, social et environnemental a donc effectivement vocation à s'appuyer sur cette capacité d'évaluation des politiques publiques. En s'appuyant à la fois sur les forces syndicales et politiques, notre institution souhaite obliger les décideurs politiques à réagir effectivement aux évaluations. Le problème qui se pose est très révélateur de la société française qui n'accepte les rapports que lorsqu'ils caressent l'ego, et non lorsqu'ils le remettent en cause. Que l'on soit syndicaliste, patron, politique, nous avons le même réflexe, nous ne sommes pas capables d'admettre nos erreurs. Il est vrai que lorsqu'on prend une décision, on n'est jamais sûr d'avoir raison. 9 fois sur 10, des décisions politiques sont prises en poursuivant de très bons objectifs alors que, finalement, leur application sur le terrain n'est pas du tout celle que l'on attendait et il conviendrait de leur apporter quelques corrections. Or, souvent en France, une fois la décision prise, il existe une certaine obsession à ne pas la remettre en cause, à ne pas admettre qu'on ait pu se tromper. La culture de l'évaluation doit se pratiquer à tous les niveaux. Elle est très présente notamment dans le milieu de l'aviation, où chaque erreur est corrigée et exploitée pour éviter qu'elle ne se reproduise. Dans la fonction publique, le droit à l'erreur est complètement banni. Dès lors qu'un dysfonctionnement est avéré dans un service, personne ne veut en prendre la responsabilité. L'intérêt du service public qui est mis en jeu ne fait pas le poids face aux intérêts personnels. Il faut donc absolument que l'on réfléchisse à ce qui, dans l'évaluation, permet de dire oui à l'erreur, non à la faute, oui à la culture du signalement, non pas pour dénoncer mais pour améliorer la qualité du service public et nourrir l'évaluation. Un dernier point porte sur la démocratie participative et la démocratie représentative. Ce ne sont pas les lois qu'il faut changer mais les comportements. Les comportements de ceux qui décident, comme les comportements de ceux qui apportent leur contribution à l'évaluation. Ce mouvement, désormais en marche, va rendre service à une respiration démocratique plus apaisée en remplaçant la défense des intérêts par la défense des causes. Grâce à l'évaluation, le syndicalisme va pouvoir élargir son action en défendant non seulement le personnel mais également le service public. L'évolution concerne le syndicalisme, le politique, les sociétés. Chacun aura à se sentir responsable en défendant des causes quand d'autres devront réussir à concilier la défense des causes avec celle des intérêts particuliers. Introduction, évaluation et tension. Gaël Baron,
Nicolas Matyjasik. Comme l'illustre fort bien Jean-Paul Delevoye dans son avant-propos, nous vivons depuis quelques années dans un contexte de tensions accrues. Elles sont d'autant plus conséquentes qu'elles touchent tous les domaines de la vie en société, et qu'elles semblent plus structurelles que conjoncturelles. L'économie, avec un fort endettement des pays occidentaux, qui se traduit par une crise durable des finances publiques, et la mondialisation qui provoque des phénomènes de désindustrialisation et de repli sur soi. L'environnement, avec la remise en cause de notre modèle d'approvisionnement énergétique, le dérèglement du climat et des menaces sur la biodiversité. Le social, avec une augmentation sans précédent des inégalités en France et une évolution des modes de vie se traduisant notamment par une individualisation des comportements et une accélération du temps des individus et du collectif. H. Rosa 2010, Accélération. Une critique sociale du temps. La découverte. Vers un nouveau modèle d'intervention publique. Ce contexte, bien que générateur de peur et de souffrance pour les plus touchés, est cependant annonciateur d'un changement de modèle de développement et de l'émergence de nouvelles valeurs. E. Morin, 2011, La Voix. Fayard. Que sera ce modèle ? Il est encore trop tôt pour le décrire avec précision, bien que Jean-Paul Delevoye, en sa qualité de président du CESE, ait déjà identifié quelques évolutions sociétales majeures. Quelques signes préfigurent cependant la place de l'action publique dans ce nouveau modèle. On constate tout d'abord de la part du citoyen, le souhait d'un rôle renouvelé par rapport aux politiques et à l'action publique. Si la démocratie représentative est en crise aujourd'hui avec une abstention très forte, les demandes de démocratie participative et d'implication dans la décision publique se multiplient, ainsi que le souligne El Blondio dans la seconde partie de cet ouvrage. Cette coproduction avec les acteurs des politiques publiques et les citoyens conduit d'autre part, petit à petit, à une évolution de l'action publique qui fera davantage avec, que pour, et qui voit son rôle d'incitation des acteurs et d'animation du territoire se développer. La diminution durable des dépenses publiques est un autre signe. Elle nécessite de davantage définir des priorités d'intervention que par le passé, mais aussi de soutenir les innovations sociales et technologiques porteuses de nouvelles réponses aux besoins des territoires et des habitants. Enfin, la nécessaire prise en compte des enjeux et principes du développement durable comme la complexité des situations et des impacts de l'action publique rend la prise de décision plus réfléchie et multidimensionnelle. Les effets des interventions en faveur de croissance et de l'emploi sont par exemple, dans une économie mondialisée, de plus en plus diffus et pour partie inattendus. De la pertinence de l'évaluation. L'évaluation des politiques publiques devra accompagner, et si possible précéder ces évolutions. L'implication des citoyens ou de leurs représentants dans les processus d'évaluation, ainsi que la diffusion grand public des évaluations menées, sont des réponses aux attentes de participation à la décision publique. Face aux actions d'incitation et d'animation nouvellement mises en œuvre par les pouvoirs publics, et en particulier les collectivités locales, l'évaluation doit adapter ses méthodologies pour en mesurer les effets et les plus-values. Dans le contexte de raréfaction des ressources publiques, l'évaluation peut jouer un rôle croissant dans l'identification des priorités d'intervention par son apport d'information et son jugement de valeur sur l'action publique. La notion d'utilité sociale, récemment développée dans un ouvrage collectif de la SFE, prend tout son sens pour apprécier avec un autre regard l'action publique et l'innovation. Enfin, l'appréhension de la complexité des contextes d'intervention comme des interventions elles-mêmes est notamment facilitée par l'intégration des principes du développement durable dans les critères d'évaluation, transversalité, reproductibilité, amélioration continue. L'évaluation est ainsi, comme toutes les activités voisines qui accompagnent l'action publique, traversée par les tensions actuelles, en même temps qu'elle contribue à les comprendre voire à les atténuer. Illustration des débats actuels. Les Journées françaises de l'évaluation 2011, organisées à Nantes, sont à l'origine du présent ouvrage. Elles ont rassemblé plus de 400 personnes, élus, décideurs, chercheurs, opérateurs, évaluateurs, citoyens autour du thème « L'évaluation des politiques publiques devant les défis d'une société en tension ». Pendant 2 jours, sessions plénières et ateliers ont cherché à explorer et illustrer les nouveaux rôles de l'évaluation, notamment sur 3 domaines.
Sa mise en tension, voire en concurrence avec d'autres démarches en période de crise. Sa place dans le dialogue entre l'action publique et les citoyens. Son apport et ses adaptations de méthode en situation de crise, pour être en phase avec les questions qui lui sont posées. Ces évolutions sont successivement abordées dans les 3 parties de cet ouvrage. Sur chacun de ces sujets, des témoins viennent éclairer les enjeux et débats d'actualité. Une sélection d'articles relatant des cas concrets d'évaluation illustre ces enjeux dans des contextes variés. Tension sur l'évaluation. Non pas un, mais 3 grands témoins évoquent dans cette partie de quelle façon l'évaluation se trouve interpellée en période de crise économique et financière. Michel Houdbine, Henri Jacot et Jean Turgeon, réunis à l'occasion d'une table ronde, assignent 2 rôles à l'évaluation dans ce contexte. Elle peut, d'une part, être sollicitée pour apporter des informations à court terme sur les effets des mesures, de façon à réorienter les moyens vers les actions les plus efficaces. Elle répond d'autre part à une nécessaire prise de recul face à l'urgence de la crise. Au-delà du seul aspect économique, le renforcement de la nécessité de disposer de davantage d'informations et d'appréciations sur la valeur des interventions publiques en période de tension semble conduire à la réalisation d'un plus grand nombre d'évaluations. Sur la base de ce constat, S. Chevillard, N. Subilo et A. de Saint-Albin nous font part des risques qui pèsent alors sur ces évaluations, les conditions pour qu'elles respectent les principes de la charte SFE n'étant pas toujours réunies. Les exercices d'évaluation de moindre qualité, ou mal utilisés, pourront alors décrédibiliser durablement la discipline, voire modifier ses fondements. C'est ce thème de la reconnaissance de l'évaluation qu'approfondissent ensuite C. Tourmen et L. de Mailly. Les critiques sur l'évaluation des politiques publiques, comme les réactions de peur ou de rejet face à ce type de processus ont toujours existé, que ce soit en interne aux organisations ou sur la place publique. Les périodes de crise sont cependant des occasions pour relancer ces débats. Les recherches conduites par les auteurs ont l'intérêt d'expliciter les différentes formes de crainte et de rejet, parfois légitimes, générées par l'évaluation, phénomène que celle-ci se doit de prendre en considération en toutes circonstances. Dernière illustration des évolutions de la place de l'évaluation dans l'action publique. La demande croissante de chiffres pour piloter et ou rendre des comptes sur les politiques publiques induit également le développement d'outils de suivi et de reporting. Le club SFE Bretagne Pays de la Loire apporte de nombreux exemples de ces nouveaux outils et d'évaluation menés récemment intégrant une forte dimension de suivi, et montre comment ces nouveaux outils s'inscrivent parfois en complémentarité, parfois en concurrence avec les évaluations pour apporter davantage de données quantitatives aux décideurs. Pour une démocratie participative renforcée. Loïc Blondiot est certainement l'un des acteurs les mieux placés en France pour témoigner sur le rôle et la place de la démocratie participative. À partir d'une définition relativement inclusive, toutes les formes d'association, directes ou indirectes, des citoyens au processus de décision, à l'élaboration des décisions, il nous éclaire sur les tendances à l'œuvre qui incitent au développement de cette forme de participation. Défiance par rapport à la sphère technico-politique, émergence de citoyens éclairés. Il évoque sans langue de bois les écueils actuels à la participation, sur le fond, au niveau des valeurs que cette évolution véhicule et des peurs qu'elle provoque, comme sur la forme, qui, quand, comment faire participer, ainsi que les avantages de l'implication des citoyens dans la décision publique. Son intervention replace les questionnements récurrents ainsi que les pratiques en matière d'évaluation participative, dans le champ plus vaste de l'action publique, et rappelle que les processus d'évaluation ne peuvent être les seuls moments de participation des citoyens à cette action publique. C'est l'objet de la table ronde qui a suivi l'éclairage de L. Blondiot que de croiser les regards sur les implications de la démocratie participative, en particulier dans l'évaluation des politiques publiques. C. Saout, président du collectif interassociatif sur la santé, ancien président de la Conférence nationale de santé publique, P. Bolo, adjoint au maire de Nantes en charge des finances, de l'évaluation des politiques publiques et du dialogue citoyen, et F. Moutarde, président de la SFE, échangent leurs points de vue d'acteurs de la société civile, d'élus et d'évaluateurs sur le dialogue avec les citoyens et sur la place de l'évaluation des politiques publiques dans ce dialogue. Les enjeux et les pratiques de la participation citoyenne en évaluation sont illustrés par 3 exemples.
Sévéra d'Urbex et N. Giraudon présentent le dialogue citoyen à la nantaise et sa déclinaison en matière d'évaluation des politiques publiques à la ville de Nantes. S'appuyant sur le principe de transparence de la charte SFE, la ville a fait le choix de mobiliser autant que possible les parties prenantes d'une politique dans les différentes phases de son évaluation. Les auteurs insistent sur la nécessité de systématiser et de soigner la phase de restitution, en particulier auprès du grand public, et décrivent leur cheminement pour adapter la forme de restitution au public visé, du débat public au cahier de l'évaluation. Les deux autres exemples s'attachent à décrire des modalités de participation sur deux thématiques particulières. Celle du développement durable, tout d'abord. Cette approche affirme, dans ses principes transversaux, l'impératif de participation des citoyens à la définition des interventions publiques, Agenda 21 en particulier, mais aussi à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Pézerbe et M. Basset retracent les expériences d'évaluation participative menées sur 12 Agenda 21 dans la région Rhône-Alpes, et accompagnées de la même façon par Rhône-Alpes Énergie Environnement. Ils analysent en particulier le rôle de l'évaluation dans les tensions existantes entre les différentes catégories d'acteurs concernés par un Agenda 21. Différents sujets de tension émergent au cours des différentes phases de ces évaluations et sont diversement impactés par les processus d'évaluation. À Blantyre, Hclos et M. Basset présentent une évaluation menée dans l'agglomération de Grenoble sur la thématique de l'enlèvement des ordures ménagères. Cette politique est soumise, à Grenoble comme partout, à des tensions sociales, liées aux difficultés du métier, économiques et environnementales, impératifs de tri sélectif croissantes. Les auteurs montrent comment la décision de mener une évaluation pluraliste sur ce sujet a permis de révéler sa réalité, selon les points de vue des décideurs, des opérateurs de collecte et des usagers, ainsi que la difficulté de mobiliser les personnes les plus éloignées des lieux de parole pour s'exprimer. Des évaluations sans cesse innovantes et utiles. Le dernier temps de l'ouvrage aborde la question de l'utilité de l'évaluation. Acculée, remise en cause ou portée au nu, il paraît nécessaire que l'évaluation démontre son apport aux décideurs politiques et administratifs. C'est cette capacité d'innovation, notamment des approches et des méthodes, au service des politiques publiques qui sera ici interrogée. La question est d'ailleurs récurrente. Un bref retour historique nous montre que le dispositif interministériel d'évaluation, mis en place au début des années 1990, a pâti de son image technocratique et de la faible démonstration de son utilité, BPRE 2008, l'évaluation des politiques publiques. La découverte, à tel point que son successeur, le Conseil national de l'évaluation, CNE, a ensuite placé le sujet au cœur de ses préoccupations. Dans cette troisième partie, les auteurs tentent donc de montrer comment l'évaluation peut répondre aux exigences de la décision et devenir un outil pertinent de pilotage des politiques publiques. Tsanga Tabi, Desverdon et Eleven commencent par déplacer la démonstration au cœur du fondement de l'action publique, à savoir ses valeurs. Ils postulent la nécessité de rechercher les soubassements idéologiques des politiques publiques pour en évaluer, au plus juste, leur performance et alimenter les débats. Précisément, c'est à partir d'un exemple sectoriel, la politique de l'eau, qu'ils mettent l'accent sur les valeurs publiques au prisme des évaluations. Cette référence apparaît alors comme une façon de contrebalancer les excès d'une logique managériale, B. Bozeman, 2007, Public Value and Public Interest, Counterbalancing Economic Individualism. Georgetown University Press, qui, bien souvent, néglige les besoins de la société. Dans une veine sectorielle et comparative, Marc Rousseau s'interroge sur un champ, celui de l'action sociale et médico-sociale, où les critiques sont souvent vives à l'endroit du caractère prétendu libéral de l'évaluation. En comparant les pratiques québécoises et françaises, il met en exergue deux options différentes conférées à l'évaluation: optimiser la performance, densifier le sens. En ce sens, l'article montre l'étendue du recours à l'évaluation par les acteurs socio-éducatifs en présentant deux modèles et en questionnant les méthodes qui sont mises en œuvre. De son côté, en prenant une perspective plus transversale, une troisième contribution examine comment l'évaluation des fonds structurels européens a apporté un éclairage aux décideurs en temps de crise. Marie Brunagel montre ainsi que les commandes d'évaluation ont été plus affinées.
l'évaluation devait répondre à un besoin, nous dit-elle. Le pari semble relevé, tant l'évaluation a permis de mettre en évidence des analyses qui trouvent leur explication dans la crise. Surtout, de manière plus stratégique, l'évaluation a favorisé un pilotage au plus près les politiques publiques, atout majeur en période de déstabilisation et de grandes tensions économiques. Cet ajustement financier est également au centre de la dernière contribution, qui explore l'évaluation des partenariats publics-privés, PPP. En effet, ces dernières années, le recours au PPP s'est largement développé dans la plupart des pays occidentaux pour permettre la réalisation de projets d'infrastructures et de prestations de services à court terme tout en différant leur impact budgétaire. Néanmoins, leur valeur ajoutée pour la société est encore peu connue. Dans leurs contributions prospectives, J. Tout le monde, D.A. Camus et E. Campagnac nous proposent les contours d'une évaluation qui irait au-delà d'une simple évaluation préalable pour assurer une véritable analyse rétrospective des dispositifs. À cet égard, ils réaffirment la nécessité de faire avancer les connaissances empiriques sur les coûts et les avantages des PPP. Partie 1. Tensions économiques, sociales, environnementales et évaluation. Impact de la crise économique sur l'évaluation des politiques publiques, éclairage de la table ronde. Michel Oudebine, chef du service des politiques publiques à la Direction générale du Trésor. Jean Turgeon, professeur à l'École nationale d'administration publique, ENA, du Québec. Henri Jacot, professeur honoraire des universités. Animation. Xavier Debontride, journaliste. Michel Oudebine. J'aimerais vous présenter comment nous nous sommes organisés au moment de la crise économique, à partir de 2008, et puis les questions que cela pose en matière d'évaluation. Pendant la crise, le point fondamental a été de faire un diagnostic de la situation macroéconomique. Le diagnostic était qu'il y avait un gros choc de demande à partir de l'année 2008, notamment lié au fait qu'un certain nombre de pays ralentissaient extrêmement vite, je pense notamment aux États-Unis, et qu'une partie du secteur financier était elle-même contrainte et ne pouvait plus financer la demande des agents économiques. En face de cela, il y a deux façons de faire. Ne rien faire si le choc n'est pas énorme. Si l'on croit que le choc est suffisamment long et que l'on a le temps de prendre des mesures qui agiront sur l'activité, on cherche à mettre en place ces mesures. C'est typiquement la deuxième façon que nous avons adoptée. Nous avons essayé de faire une liste de mesures qui avaient une chance importante de se traduire effectivement par de la demande à court terme. Pour donner un exemple, si l'on annonce en 2008 que l'on va faire une nouvelle infrastructure, il faut 5 ans pour faire les études et la mettre en œuvre. Il y a par contre du sens à faire avancer des projets d'investissement public déjà bien engagés, pour avoir un effet sur la demande à court terme. Deuxième élément, il était important que l'action de soutien à l'activité ait un caractère temporaire, pour éviter en contrepartie une dégradation des finances. On voit bien que c'est aujourd'hui au cœur des débats. Ensuite, quelques mots sur ce que l'on peut dire, en termes plus prospectifs, de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur les questions d'évaluation. 4 points assez simples. Premier point. Tout le monde a en tête que le déficit public est beaucoup plus élevé qu'avant la crise et élevé dans l'absolu. À 7 points de PIB, la dette progresse très sensiblement et il n'y a aucune marge de manœuvre. L'objectif du gouvernement, c'est bien de réduire le déficit, il n'y a pas de débat possible. Et donc si une nouvelle mesure devait être décidée, il faudrait à minima la financer. Deuxième point, l'enjeu de réduction de ce déficit relativement élevé. Pour cela, il faut identifier les dispositifs qu'il faudrait améliorer, y compris en faisant des économies. Et la meilleure façon de le faire, c'est par une étude transversale de l'ensemble des dispositifs qui existent. Cela renvoie évidemment vers l'évaluation de l'ensemble de ces dispositifs. Troisième point, je me demande si la crise ne renforcerait pas finalement le coût de l'erreur. Je pense notamment aux questions liées au marché du travail. L'enjeu est évidemment de réduire le taux de chômage, mais avec un taux aussi élevé que celui que nous connaissons aujourd'hui,
Se tromper lourdement dans les mesures qui viendraient améliorer la situation du marché du travail se traduirait pas prolonger des situations de chômage élevé. Du point de vue du potentiel de croissance de l'économie, au-delà évidemment de la question des personnes, c'est une très mauvaise chose. Donc là encore, cela renforce l'importance de faire des choses qui soient aussi efficaces que possible en matière d'impact économique. Et dernier point, je crois que la crise a eu tendance à élargir le champ de ce que l'on pouvait considérer comme important d'évaluer. Je pense notamment au secteur financier, où la crise a révélé les interconnexions. Pour donner un exemple, avant la crise, chaque régulateur faisait des crash tests de ses banques nationales, mais on n'avait pas d'exercice coordonné au sein de l'ensemble du secteur financier européen, qui est aujourd'hui assez fortement intégré. Ce ne sont pas vraiment les outils d'évaluation qui changent radicalement, même si évidemment on les développe autant que faire se peut sur des questions particulières, c'est plutôt le type de questions qui peuvent être posées qui a évolué. Henri Jacot. Le sujet de cette table ronde est-il l'évaluation des impacts de la crise sur les politiques, ou l'impact de la crise sur l'évaluation des politiques? Ce n'est pas tout à fait pareil, mais c'est relié. La crise, de quoi parle-t-on? On a soit une conception de la crise conjoncturelle, uniquement financière, ce qu'elle a été, soit une conception de la crise, la mienne et je crois aussi celle de la société si je l'écoute ici ou là, comme structurelle et même systémique. Elle est économique, financière, sociale et écologique. Et lorsque l'on dit crise, cela veut dire étymologiquement le choix, crisis en grec. Lorsque l'on a une crise de cette ampleur, on est face pas simplement à des tensions, à des problèmes qu'il faut évidemment résoudre, mais aussi à des mutations, à une transition qu'il faut accompagner. Et je pense que le temps de l'évaluation est plutôt le temps pour nous aider à penser cette transition et cette mutation, plutôt que d'apporter simplement des réponses à court terme. Je voudrais en donner une illustration. Les régions, via l'ARF, avaient signé en janvier 2008 avec la DIACT un accord pour mettre en œuvre l'évaluation des programmes européens. En janvier 2009, l'État arrive à l'instance nationale d'évaluation et dit « il y a la crise ». Nous avions fait un travail tout à fait intéressant, de fond justement, mais dans l'intervalle, la crise financière explose. L'État dit « je ne dis pas que l'on arrête tout mais il faut évaluer d'urgence tout ce qui est mené au titre des programmes européens pour préparer le mi-parcours », alors que l'évaluation européenne n'exige désormais plus d'évaluation à mi-parcours. Quand il y a crise, faut-il rabattre l'évaluation sur l'urgence et la réactivité qu'il faut faire? Mais est-ce que c'est cela l'évaluation? Ou est-ce qu'il faut au contraire prendre du recul? La crise, si on l'analyse comme une crise systémique ouvrant une réflexion sur les mutations et les transitions absolument structurelles du système, nous oblige à revisiter et rehiérarchiser autrement à la fois les objets et les méthodes d'évaluation. Ceci notamment pour regarder les effets des politiques à moyen et long terme. Je citerai 3 objets d'évaluation, dont 2 qui existent et un qui manque. Le thème du développement durable. S'il y a mutation, transition, économie verte, économie bas carbone, on l'appelle comme on veut, c'est fondamental. Comment on analyse cela, les emplois verts, les emplois verdis, les emplois verdissants, etc. Cela pose d'énormes questions. Les questions relatives à l'emploi, qui existaient avant mais qui reprennent évidemment une dimension absolument fondamentale. L'emploi quantitatif et qualitatif, les emplois directs, indirects et induits, ce sont des distinctions fondamentales. L'Europe a une méthodologie détaillée là-dessus. Elle distingue les emplois bruts et les emplois nets, les effets d'éviction, etc. Et surtout, elle relie quantité et qualité. Il y a un point qui est absent dans ces journées. Il n'y a rien sur l'innovation. Alors que lorsque l'on est en crise et qu'il y a mutation, l'innovation doit être présente partout et plus la même qu'avant. Pas simplement technologique, organisationnelle ou marchande, manuel d'Oslo, mais elle doit être sociale, sociétale, territoriale. Tout cela foisonne dans les territoires. Jean Turgeon. Au Canada, nous avons connu la crise économique, mais moins sérieusement que vous. Pourquoi? Plusieurs raisons, dont quelques-unes tiennent d'ailleurs au hasard. D'abord, le système bancaire au Canada est un système national, ce qui fait que l'État, bien qu'il ait prévu d'intervenir massivement auprès des banques, 200 milliards étaient prévus pour cela, n'a pas dépensé un sou. Nous étions déjà bien partis.
En 2007, le gouvernement du Canada a mis en place, je vous rappelle que la crise est en 2008, un programme qui s'appelle Chantier Canada, et qui prévoit des engagements sur 7 ans de 37 milliards de dollars pour les infrastructures, routes, ponts, etc. Un an avant la crise, nous avions déjà amorcé un programme sérieux. Par exemple, baisse de ce qui est l'équivalent de la TVA chez vous de 1% en 2003 et un autre 1% en 2007. Un travail qui s'est fait sans vraiment savoir que la crise allait nous arriver en 2008. Des baisses d'impôts également. Avec le gouvernement conservateur que vous nous connaissez et qui vient d'ailleurs d'être renouvelé, les baisses d'impôts sont vraiment le leitmotiv. Et puis il y a eu, et là, on n'est plus dans le domaine de l'évaluation, la mise en place de ce que l'on a appelé le processus d'examen stratégique, qui remplaçait un processus d'examen précédent au gouvernement fédéral. Il y avait donc déjà beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que cette crise-là n'a pas eu les mêmes impacts au Canada que dans le reste du monde. La conséquence de cela, c'est que la performance économique du Canada s'est démarquée de celle des autres pays, et que le Canada affiche actuellement la plus robuste croissance des pays du G7. Par contre, la situation au Québec est quelque peu différente. Il faut savoir qu'il y a un régime fiscal pour chacune des provinces, et que le Québec représente actuellement la province la plus endettée au Canada. Lors des récessions, que fait-on? On ouvre les vannes. Lors d'une crise imprévisible, c'est la panique. La politique monétaire est remise en cause. On retourne à Keynes. Tout à coup on lui retrouve des vertus qu'on lui avait abandonnées depuis plusieurs années. On y va sur les infrastructures, les entreprises, etc. On offre un pouvoir de dépenser. Quand on sort de crise, c'est le désengagement. Et la difficulté qu'ont les gouvernements, ou du moins au Canada et au Québec, c'est comment est-ce que maintenant que l'on a dépensé tous ces sous, on revient à l'équilibre budgétaire. Maintenant, ce qui peut nous intéresser, c'est de voir ce que l'évaluation vient faire là-dedans. Fondamentalement, cette innovation dont on a parlé, c'est une innovation dans les méthodes d'évaluation. L'idée c'est que durant la crise, il faut jouer aux pompiers. On a bien compris qu'on ne parlait pas vraiment d'évaluation, on parlait plutôt d'estimation. Le feu est pris, alors quel est le rôle pour l'évaluation à ce moment-là? Du point de vue des méthodes, cela signifie produire des évaluations d'impact a priori rapidement. Le défi est alors pour les évaluateurs de programme ou les évaluateurs de politique de concilier la rigueur et l'urgence de la situation. Après la crise, nous proposons la mise en place d'un processus d'évaluation gouvernementale récurrent. Je fais partie d'un centre de recherche et d'expertise en évaluation à l'école, qui a mis en place un programme pilote avec le secrétariat du Conseil du Trésor du Québec dans l'objectif de développer un outil d'évaluation de programme. Nous avons regardé la structure budgétaire du gouvernement et tenté de voir à quel niveau devraient se situer nos interventions. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait frapper au niveau de ce que l'on appelle les éléments de programme budgétaire. Il faut savoir qu'au Québec, nous sommes calqués sur le modèle américain du PPBS des années 70, avec une structure par programme, qui sont moins larges que les missions de l'État ou encore les politiques. Notre outil a donc pour objet de mesurer la performance des programmes. Je ne vous apprends rien, la LOLF parlait déjà de cette idée de performance, et d'informer sur les compétences organisationnelles. Cela nous a amené, avec le secrétariat du Conseil du Trésor, à nous rendre compte d'une dimension essentielle. Les acteurs dans les ministères, les organisations et les municipalités veulent avoir leur mot à dire sur pourquoi est-ce que cela fonctionne ou cela ne fonctionne pas. L'évaluation externe, c'est bien, mais il faut aussi être capable de mesurer les compétences organisationnelles des individus qui mettent en place ces projets et ces programmes. Nous avons donc développé une grille qui s'inspire de modèles américains, britanniques et australiens et qui fait le tour d'une douzaine de questions évaluatives avec lesquelles nous étions déjà familiers au centre de recherche. La raison d'être, les cibles, les objectifs, la nature du programme, les intrants, les activités de production, qui sont de l'ordre des compétences organisationnelles, ainsi que les réalisations, les impacts, l'atteinte des objectifs, efficience et la valeur du programme, qui caractérise la performance du programme. 2 de ces points sont à mettre en exergue. La raison d'être des programmes, puisque je pense qu'il faut vraiment de se re-questionner sur cet élément de façon régulière,
Et puis la question de l'efficience, qui intéresse davantage nos collègues du Trésor sur les coûts-bénéfices par exemple. Débat avec la salle. Arnaud Ducret. Je voudrais poser une question sur le temps et la vitesse. Vous avez dit que pour répondre à la crise, les procédures avaient été accélérées. Or beaucoup disent que la crise est venue d'une accélération généralisée, et que l'on allait trop vite. Alors est-ce que répondre à la crise par l'accélération est une bonne façon de faire ? Jean Turgeon. Sur la vitesse, ce que je constate, c'est qu'en période de crise, de toute façon les évaluateurs sont très peu consultés. C'est essentiellement un processus politique, ce qui fait que de toute façon on n'a pas vraiment à juger de la vitesse où cela peut, ou cela ne peut pas se passer. On nous demande plutôt des réactions a posteriori sur « Voilà maintenant ce que l'on a mis en place, qu'est-ce que vous en pensez et comment on pourrait évaluer cela ?» C'est plutôt un court-circuit que de la vitesse. Henri Jacot. C'est vrai que l'interrogation slow food etc. par rapport au fast food fait partie des réflexions prospectives post-crise qu'il faut absolument avoir. Éléments de prospective. Xavier Debontride. Je propose que chacun d'entre vous, de manière très synthétique, vous puissiez nous éclairer avec une vision prospective sur la question de cet impact de la crise économique sur l'évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce que va changer finalement la crise ? Michel Oudebine. Le monde est sans doute de plus en plus complexe et de plus en plus interconnecté. Je crois que la crise révèle bien cela. On voit très bien qu'aujourd'hui on est en économie ouverte, à la fois sur les échanges mais aussi dans la sphère financière. Que cela pose des questions sur l'acteur public pertinent et sur le niveau de l'évaluation. Et je crois qu'évidemment les travaux dans le cadre du G20, la question de la volatilité des prix des matières premières agricoles a été évoquée tout à l'heure, sont au cœur de ces thématiques. C'est un embryon de gouvernance des politiques publiques, auxquels s'ajoutent des éléments d'évaluation apportés notamment par les organisations internationales. Le deuxième point, c'est que le champ des politiques publiques à évaluer s'élargit. On évaluait assez classiquement les politiques que l'on met en régime permanent, mais il y a aussi la question des politiques que l'on développe en phase de crise. Henri Jacot. Une première remarque sur le temps. Il faut, plus que jamais, passer d'une gestion et d'une évaluation par les tensions à une gestion et une évaluation pour les mutations. Deuxièmement, sur l'espace, je pense qu'effectivement l'emboîtement des espaces allant jusqu'au niveau international et partant des territoires modifie les modalités d'évaluation. L'approche territoriale s'approfondit aussi en période de crise et est un thème tout à fait fondamental. Et puis troisième remarque, il faut plus que jamais revenir sur la conception même des politiques, c'est-à-dire faire vraiment la boucle complète. L'évaluation n'est pas qu'à l'aval, il faut plus que jamais des méthodologies de conception des politiques et de suivi en même temps que d'évaluation. Jean Turgeon. Le premier point, c'est le rapprochement que nous permet notre modèle entre le monde universitaire et celui des praticiens. Cela, c'est fondamental. Il faut vraiment sortir de l'isolement qui était le nôtre, du moins jusqu'à il y a tout récemment pour des partenariats avec les ministères, les organismes, ainsi qu'au niveau plus local. Le deuxième point, c'est l'importance de la formation en évaluation. C'est vraiment fondamental pour une société. En France, cela s'articule, je pense, d'une façon importante et intéressante, mais il y a encore du travail à faire. Qu'a-t-on fait de l'évaluation avec la crise ? Un monstre difforme au service de la politique à papa ? Sophie Chevillard, Nicolas Subilo, Alix de Saint-Albin. La crise bancaire, financière et économique qui a touché la France à l'été 2008 a eu de profondes conséquences sur les finances publiques. Les pouvoirs publics ont dû dans le même temps faire face à une baisse des recettes et financer la sortie de crise par le renflouement des banques d'une part, et la mise en place de plans de relance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.